extraordinaire dans des conditions aussi difficiles. Réunir autant de participants, c'était une gageure et je pense que ça s'annonce très réussi. Donc, bravo à vous deux. Et avant de développer en 10 minutes ce que je voulais dire, de répondre, Florent, non, Stigler n'est pas l'inventeur du terme d'organologie. On le trouve chez Bergson, on le trouve chez Canguilhem. Mais bien sûr, comme tout vrai penseur, Stigler va lui conférer une signification, une portée qui lui est propre, enfin qui lui semble. Alors, je partirai d'un entretien que Bernard a eu avec Maël Montéville, et un entretien qui porte précisément sur l'organologie, entre autres, et dans lequel l'organologie est définie dans ces termes par Bernard, je cite, l'analyse conjointe de l'histoire et du devenir des organes physiologiques, des organes artificiels et des organisations sociales. Si on lit cet entretien, cependant, à aucun moment, le concept même d'organe et corrélativement celui d'organisation ne sont analysés pour eux-mêmes. Et je pense qu'il peut être utile de revenir à l'histoire de ces concepts, qui est une longue histoire, aussi bien organe qu'organisation, pour préciser le projet de l'organologie au sens de Bernard. Donc je repartirai de ce que dit Bernard dans cet entretien, et ailleurs d'ailleurs, en laissant entendre que les techniques sont des organes artificiels par analogie avec les organes de l'organisme, ou les organes physiologiques, comme dit Bernard. Or, historiquement, la transposition analogique a suivi le chemin exactement inverse, c'est-à-dire non pas de l'organisme vivant aux techniques, mais des outils au corps humain. J'en veux pour preuve le fait que dans la médecine hippocratique, le terme d'organon n'apparaît pas du tout. Les médecins hippocratiques n'utilisent pas ce terme. Pour parler des parties du corps vivant, ils utilisent un autre terme grec qui est celui de morion, le terme morion. Le terme organon, on va le trouver en revanche chez Aristote, donc au IVe siècle, plus tard que Hippocrate. Et on trouve aussi toujours le terme de morion, mais Aristote emploie ce terme d'organon pour désigner ce qu'il appelle les parties anoméomères, en opposition aux parties homéomères du corps vivant. Les parties homéomères sont les parties du corps qui, si on les fragmente, on les segmente, se conservent. Si on a du sang, on fragmente le sang, on a toujours du sang, par exemple. Alors que les parties anoméomères sont les parties qu'on ne peut pas ainsi fragmenter et les conserver. Si on fragmente la main, on n'a plus de main. Donc, les organones est un terme employé pour désigner ces parties anoméomères. Et cette importation de la notion technique, qui est une notion technique au départ, l'organone, c'est l'instrument, ça vient du registre de la technique. Au biologique, permet à Canguilhem de dire que la biologie aristotélicienne, en définitive, est une technologie générale. C'est-à-dire qu'Aristote aurait importé dans la biologie un modèle technique et serait, pour ainsi dire, le premier à concevoir, à penser l'organisme, le corps vivant, par analogie avec la technique. Et Canguilhem ajoute de manière extrêmement intéressante que dans ces conditions, on ne saurait purement et simplement opposer, comme on le fait bien sûr avec raison pour tout un tas de motifs, Aristote et Descartes. Aristote et Descartes partagent le même fond, la même présupposition, qui est qu'on peut penser l'organisme par analogie avec des modèles techniques. On aurait, dans les deux cas, la conception d'une conception technologique de la biologie. Simplement, dans le cas de Descartes, cette technologie serait de type mécaniste, alors qu'elle est de type organologique chez Aristote. Très rapidement, il me semble que malgré tout, la persistance du concept de morion et puis cette définition instrumentaliste de l'organe, c'est un instrument chez Aristote, mais l'organe aussi, c'est une pièce de machine déjà chez Aristote, puisque Aristote compare les parties du corps à des pièces des machines de guerre, par exemple. Il me semble que cette double définition des parties du corps, à la fois comme organon au sens d'instrument, mais aussi déjà chez Aristote comme pièce de machine, se retrouve chez Descartes, chez qui, du moins on peut le penser en première analyse, la définition des parties du corps comme pièce de machine, sur le modèle des pièces d'un automate, l'emporte très largement sur la notion d'instrument. Descartes ne définit pas les pièces du corps comme organon en première analyse, mais plutôt comme pièce de machine par référence aux automates. Or, il me semble que chez Descartes aussi, ce qui donnerait raison à Canguilhem, on trouve une rémanence de cette double définition de la partie du corps, à la fois comme instrument et comme pièce de machine. Et en particulier, on trouve une rémanence, une survivance de cette définition du corps et de ses parties comme instrument.
Alors, j'en veux pour preuve l'analyse que fait Descartes dans la sixième méditation métaphysique, et on va voir apparaître une conception du corps qui est très très différente de la célèbre conception de l'animal-machine que Descartes développe dans le traité de l'homme. Alors, que dit Descartes dans la sixième méditation métaphysique à propos, en l'occurrence, de la situation de l'hydropique? Alors, l'hydropique, c'est un malade, c'est un être humain qui est atteint d'un dysfonctionnement qui l'amène à avoir tout le temps soif. Or, chez lui, le fait de boire est parfaitement nuisible et peut même le conduire à la mort. Et donc, Descartes conduit toute une réflexion, une analyse de la situation de l'hydropique. Alors, au regard d'une question que je ne développerai pas et qui ne s'intéresse pas au premier chef ici, qui est celui de la véracité divine. Est-ce qu'on peut tenir Dieu pour trompeur parce qu'il a mis l'hydropique en situation de ne pas pouvoir s'abstenir de boire par une inspection rationnelle en exerçant son jugement? Donc, est-ce que Dieu est en train de tromper l'hydropique en le poussant à boire et ainsi à se nuire à la conservation de son existence? Descartes démontre que non. Et c'est la réponse pour finalement déculpabiliser Dieu, disculper Dieu, qui est intéressante. C'est que selon Descartes, Dieu a conçu le corps humain comme une machine, certes, mais aussi comme un instrument destiné à servir les besoins de la vie. Et il se peut que dans certaines circonstances, cet instrument se révèle être un mauvais instrument, dysfonctionne. La responsabilité n'est pas imputable à Dieu, mais Dieu a fait les choses de la meilleure manière possible, mais simplement au fait que les instruments peuvent se dégrader et peuvent ne plus bien remplir leur office. Et on voit ici que ce qui est très important, c'est que quand on s'en tient à la vision cartésienne du corps-machine, eh bien, on s'en tient à une vision du corps qui exclut tout type de jugement normatif. Une machine, qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne mal, c'est-à-dire une horloge qui marque mal les heures, reste machine soumise aux mêmes lois du mécanisme universel qu'une machine qui marque correctement les heures. Du point de vue de la machine, d'une certaine manière, il n'y a pas de bonne et de mauvaise machine. Du point de vue de l'instrument, c'est-à-dire de la capacité du dispositif technique, qu'il soit machine, instrument, outil ou autre, à servir les besoins de la vie, alors là, oui, et c'est ce que dit Descartes dans la sixième méditation, on peut juger de la valeur d'usage, en quelque sorte, d'une machine. Et donc, on voit bien que chez Descartes, ce maintien, cette référence souterraine presque à la vision instrumentale du corps, le corps comme instrument et non pas comme machine, permet de conserver en quelque sorte la capacité à juger en valeur les instruments, les techniques. Le XVIIIe siècle, je vais très vite évidemment, hein, mais bon, on pourra en discuter tout à l'heure. Le XVIIIe siècle a approfondi, comme on sait, la conception du corps comme machine. On trouve par exemple chez des matérialistes comme Diderot et Lamétrie, cette idée que le corps est une machine, mais pas une machine au sens cartésien du terme, une machine beaucoup plus complexe en un sens et qui manifeste des propriétés émergentes. Lamétrie, bon, c'est très clair, Lamétrie parle d'organisation, le corps est une organisation qui est tout à fait spécifique, l'organisation du corps est tout à fait spécifique, et elle présente la propriété de faire émerger des caractéristiques comme la conscience, comme l'âme, etc. Il n'y a pas besoin d'en appeler à des forces vitales ou à des principes, des substances non matérielles pour expliquer cela. L'organisation fait émerger ses propriétés. On va trouver la même idée chez Diderot et aussi chez les vitalistes, les médecins vitalistes comme Bordeaux par exemple, qui ne sont pas du tout des tenants, comme on pourrait le penser par erreur, d'une force vitale qui serait autre chose que la matière. Ce sont des matérialistes, mais des matérialistes émergentistes. Donc c'est par approfondissement de cette réflexion sur le corps comme machine, finalement, que le XVIIIe siècle a développé une pensée biologique. Alors, une pensée biologique qui va finalement conduire, et ça c'est une remarque à nouveau de Canguilhem, qui va conduire ces biologistes, en quelque sorte, ou ces penseurs du vivant, à abandonner les modèles techniques pour leur privilégier des modèles sociaux. Et par exemple, les vitalistes cesseront de parler précisément du corps par analogie avec un automate, comme le faisait Descartes, mais verront plutôt dans l'organisation vivante, dans la machine vivante, une sorte de dessin d'abeille. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela? Eh bien, pour montrer qu'à partir du XVIIIe siècle, sans doute, cette conception de l'organisme comme instrument, et complexe d'instrument, qui survivait encore chez Descartes, tend à s'effacer, à disparaître, à passer au second plan.
Au siècle suivant, l'embryologiste Wilhelm Roux retrouvera cette définition de l'organisme comme complexe d'instruments, mais c'est surtout en anthropologie Marcel Mauss qui, au XXe siècle, me semble retrouver et théoriser cette définition du corps, non pas comme machine, mais comme instrument, le premier et le plus naturel de tous les instruments, dit Marcel Mauss. Chez Heidegger, chez Helmut Plessner, c'est-à-dire dans l'anthropologie allemande, Helmut Plessner, mais chez Heidegger aussi, on voit aussi ressurgir cette double définition finalement du corps, à la fois comme machine, bon, mais en réaction de laquelle, conception en réaction de laquelle Heidegger, par exemple, va écrire ou va prononcer son cours de métaphysique sur les fondamentaux, les concepts fondamentaux de la métaphysique en 1929-1930, et avec la conviction que l'organisme doit être décrit en référence à la grande catégorie de l'utilité, c'est-à-dire d'une certaine manière, mais ça Heidegger ne le voit peut-être pas sous cet angle-là, de l'instrumentalité. Heidegger insiste lourdement sur la différence entre l'organe biologique et l'outil. Néanmoins, les deux se détachent sur fond d'une compréhension commune en termes d'instrumentalité ou d'utilité, de fait pour, de servir. Voilà, donc une histoire assez complexe et sinueuse du concept d'organe, et où on voit finalement que cette définition de l'organe comme pièce de machine n'a pas complètement réussi à effacer cette définition de l'organe comme instrument, cette compréhension de l'organe comme organon. Alors, on pourrait ajouter d'autres types de conceptions de l'organe, comme le fait Mandresi dans son livre sur l'anatomie et sur la dissection. À la Renaissance, il était plutôt défini comme une pièce, un élément d'architecture. Mais enfin, en gros, cette pluralité des définitions, des conceptions de l'organe a toujours insisté en fait dans l'effort pour rendre compte de la spécificité du vivant. Et ça me ramène, et j'en resterai là, au projet d'organologie de Stigler, puisque je pense que cette dualité de sens de l'organe, ou plutôt cette conception instrumentale de l'organe vis-à-vis de sa conception comme pièce de machine, complète la définition de l'organologie que donne Bernard Stiegler. Je le cite toujours, il me semble que c'est très clair, le principe de l'organologie générale est qu'un organe artificiel est au service d'un être vivant, et est donc bien inscrit dans une problématique d'horizon vital, mais qu'il ne s'agit pas d'une réalité biologique. Alors ici, vous voyez, c'est ça le fond, qui est fondamental. Qu'il s'agisse ou pas d'une réalité biologique passe à l'arrière-plan et secondaire par rapport à cette idée qu'il s'agisse de l'organe biologique ou de l'artefact technique, les deux doivent s'évaluer selon la catégorie beaucoup plus générale qui dépasse le clivage du biologique et du technique, la catégorie générale de l'instrumentalité qui permet d'introduire la possibilité de jugement de valeur, de jugement normatif en termes de bons et de mauvais agencements, pour reprendre le terme de Bernard. Et je termine en citant à nouveau Bernard Stiegler, et pour bien marquer le rôle que Bernard faisait jouer à l'organologie dans la critique des agencements sociaux. Je cite, l'économie en tant qu'activité de production et d'échange de ces organes exosomatiques, c'est-à-dire les organes qui résultent des combinaisons entre organismes et techniques, cette l'économie en tant qu'activité de production et d'échange de ces organes vient se substituer à la biologie pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur permet, par cette exosomatisation, d'améliorer la vie, c'est-à-dire sa teneur négantropique et ses potentiels anti-anthropiques. Le pire la dégrade par de mauvais agencements économiques. Eh bien, je pense que si on veut comprendre cette formule, il faut réactiver, il faut se rappeler que derrière la civilisation d'organon, il y a celle d'instrument, et qu'un instrument, ça s'évalue au regard de sa valeur d'usage, et pas simplement au regard de sa capacité à faire fonctionner un ensemble, comme le fait la pièce d'une machine, selon la vision moderne, on va dire, de l'organe qui s'est imposée à l'âge classique.